Aujourd'hui, dans Histoire de Normand, je vous emmène au cœur de la guerre de 100 ans. Période difficile pour le royaume de France, tantôt acculé par l'occupation anglaise, mais aussi empêtré dans des guerres intestines entre différents clans. Également une période de formidables miracles avec celui, bien entendu, de Sainte Jeanne d'Arc, mais aussi par un deuxième miracle moins connu, moins populaire, mais pourtant bien normand, la préservation du Mont-Saint-Michel de toute attaque, de toute occupation anglaise par Louis d'Estouteville, un haut représentant de la noblesse normande. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. C'est aux alentours de l'an 1400 que Louis d'Estouteville vit le jour dans le rude et noble pays de Caux. Terre de falaises et de champs balayés par les vents de la Manche, façonnée par des générations de paysans, de pêcheurs, mais aussi de chevaliers. Car la Normandie, depuis bien avant Guillaume le Conquérant, fut une région, une province où les lignages nobles côtoyaient les sagas familiales. Et les Estouteville figuraient depuis des siècles parmi ces augustes familles de Normandie, dont les racines plongent profondément dans l'histoire du duché. Au cœur du pays de Caux, entre Fauville, Valmont, cité dans laquelle les Estouteville ont fondé l'abbaye, et tant d'autres cités, Louis comprit dès son enfance qu'il serait un homme d'armes. Car la guerre de 100 ans rythmait alors la vie du royaume durant son enfance. Les combats, les chevauchées, les trêves qui ne duraient jamais réellement, tout cela a façonné l'imaginaire du jeune garçon. D'autant plus que la Normandie, par son histoire et sa position stratégique, est vite apparue comme l'un des grands enjeux de la rivalité franco-anglaise. Dès 1417, les armées anglaises débarquèrent en Normandie, gagnèrent du terrain, les places fortes sont tombées les unes après les autres, et les familles nobles, dès lors du duché de Normandie, durent choisir leur camp. Chez les Estouteville, la fidélité au roi de France n'a jamais été négociable. C'est ainsi que Louis suivit donc le chemin traditionnel de la chevalerie. Apprentissage des armes, service auprès des seigneurs chevronnés, participation à ses premières campagnes, il s'est distingué rapidement par deux qualités essentielles, la fermeté et surtout la constance. Et grâce à cela, au fur et à mesure, les années passant, les impératifs militaires se faisant aussi de plus en plus pressants, Louis hérita de plusieurs titres, seigneur de Valmont, sieur d'Osbec ou d'Osboc, des charges importantes, mais qui ne furent que les prémices de ce qui l'attendait, ou des responsabilités plus importantes. Car il faut dire que Louis d'Estouteville eut beaucoup à faire, car la France fut au plus mal au moment où il prit ses responsabilités. Avec l'arrivée des Anglais en Normandie, le duché avait totalement basculé sous domination anglaise. Les troupes du roi Charles VI furent balayées à Azincourt en 1415, la population vécut dans l'angoisse et surtout, le terrible traité de Troyes avait été signé en 1420 par Charles VI de France lui-même, reniant son fils, le dauphin Charles, futur Charles VII, en désignant comme son héritier et successeur le roi d'Angleterre. Oh que oui, le pronostic vital du royaume de France fut engagé. On imagine l'ambiance de résignation, ce fatalisme gagnant les cœurs et les esprits dans tout le royaume de France. Comment le salut pouvait-il venir? Alors il est venu par la Sainte Jeanne d'Arc, nous le savons, mais dans ce désarroi, en Normandie, dans ce tumulte, un lieu a également résisté, le Mont-Saint-Michel. Ce rocher sacré, dédié à l'archange, a représenté dès lors, dès 1425, l'un des derniers bastions français de Normandie. Depuis des années, il tenait bon malgré les sièges répétés, les menaces constantes et surtout, malgré l'isolement. Le mont fut encerclé de toutes parts et seule la mer semblait le protéger encore de la main du royaume saxon.
C'est à ce moment-là que Charles VII, fragile, mais non pas moins roi de France, prit une décision stratégique autant que symbolique en nommant Louis d'Estouteville gardien et capitaine du Mont-Saint-Michel. Cette même année, nous sommes toujours en 1425. Le roi Charles VII s'est donc proclamé roi de France suite au décès de son père. Le choix fut audacieux. Louis n'était pas le plus célèbre des chevaliers, ni le plus puissant, mais il possédait cette qualité rare, la fidélité inébranlable, alors que tout le monde semblait quitter le navire. En le nommant, le roi envoyait un message fort à toute la Normandie et même au royaume de France. La résistance devait tenir coûte que coûte. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Lorsque Louis prit ses fonctions, la situation fut délicate au Mont-Saint-Michel, qui se trouvait alors isolé derrière un chapelet de places fortes anglaises, empêchant toute communication simple avec le royaume. Les Anglais, en effet, contrôlèrent presque toutes les cités aux alentours. Pontorson, Genêt, Tomblaine, autant de points d'appui qui étouffaient le mont et lui rendaient la vie quotidienne extrêmement difficile. Les premières années furent marquées par des tentatives de reddition, orchestrées par les Anglais. En 1423 d'ailleurs, le roi d'Angleterre Henri VI fit parvenir une sommation au mont. On proposait tout simplement aux soldats français de se rendre avec honneur. Une invitation qui sonnait plutôt comme un affront, comme une humiliation, une menace. Le siège s'est intensifié. Les Anglais renforcèrent Tomblaine, qu'ils transformèrent en véritable camp retranché. Ils bâtissèrent également une place fortifiée à Genêt, puis une bastille en bois à Ardevon. À Pontorson, ils organisèrent une garnison solide qui verrouillait l'intérieur des terres. Le blocus fut total. Plus de vivres, ou si peu, plus de renforts, ou presque jamais. La population, enfermée entre ces remparts, vécut dans la peur, mais refusa toujours de plier. Sous le commandement de Louis, environ 119 soldats répondèrent à l'appel du chevalier d'Estouteville pour défendre le mont. Ce chiffre paraît dérisoire face aux centaines, parfois milliers de soldats anglais stationnés autour du Mont Céleste. Pourtant, ces hommes ne renoncèrent jamais. Louis instaura une discipline stricte mais juste. Il veilla à la ration de chacun. Il organisa des patrouilles régulières, des surveillances de jour comme de nuit. Il encouragea ses hommes et plus encore, il leur donna un sens, celui de défendre le mont, ce qui n'était pas seulement défendre une forteresse, mais protéger un symbole, un sanctuaire, l'un des trésors du royaume qui ne devait pas tomber aux mains de perfides Albion. La vie au mont, durant cet interminable siège qui dura des dizaines d'années, au bout du compte, fut une épreuve quotidienne, un moment de vérité. Les soldats devaient affronter le froid, la faim, la fatigue, mais aussi l'ennui, car les assauts n'étaient pas constants, parfois des semaines passées sans heurts, sans tentative anglaise. Et même, c'est ce qui est relaté dans les chroniques, l'ennemi semblait dormir. Puis soudain, un tir de bombarde retentit depuis Tomblaine, rappelant que la paix n'était qu'un leurre. Les moines, eux aussi, participèrent à l'effort de résistance. Leur présence, leur prière, leur sang-froid donnèrent au mont une atmosphère particulière. On raconte que chaque époque de grande épreuve a son lot de saints et de héros. Au Mont-Saint-Michel, ces deux figures semblaient se côtoyer. Les soldats voyaient en l'archange un protecteur, un guide. Louis d'Estouteville, profondément croyant, nourrit cette ferveur. Il savait que la foi maintiendrait le moral autant que le pain. Et c'est ainsi qu'après 10 ans de résistance, la situation s'est crispée. Les Anglais, frustrés par l'échec de leurs sièges successifs, voulaient en finir. Le 17 juin 1434, date importante, chers auditeurs. Dès lors, Thomas Scales, l'un des représentants anglais les plus expérimentés, un capitaine hors pair, a rassemblé un important contingent de soldats. On y trouvait des centaines de soldats, des centaines d'hommes, des machines de siège, des canons, des bombardes, tout ce qu'il fallait pour briser définitivement le mont.
Alors, dès l'aube, les tirs commencèrent. La tour Béatrix, aujourd'hui nommée Liberté, fut visée encore et encore par des bombardements incessants. Et à force d'insister, la muraille finit par céder, ouvrant alors une brèche dans un fracas assourdissant au sein de l'enceinte du Mont-Saint-Michel. Stupeur chez les soldats français. L'annonce se répandit comme un souffle glacé. Les Anglais ont percé la muraille. Galvanisés par cette vision, les Anglais se ruèrent au pied du Mont-Saint-Michel. Au cri de « Ville gagnée », ils s'engouffrèrent dans la brèche. Pour eux, tout fut joué. Le mont allait tomber après tant d'années de résistance. Mais c'était sans compter sur l'esprit tacticien de Louis d'Estouteville, qui garda son calme. Il observa, retint ses hommes bouillonnants, laissa entrer les troupes anglaises dans l'enceinte en attendant le moment propice à une riposte. Sans doute l'ultime chance de défendre la forteresse. Lorsque les Anglais furent suffisamment nombreux à l'intérieur, il donna l'ordre de faire front. Et c'est ainsi que les défenseurs surgirent alors simultanément comme une lame d'acier sur les colonnes anglaises. En un mouvement parfaitement coordonné, ils formèrent un mur de fer, une muraille vivante et se jetèrent sur les assaillants. La surprise, que dis-je, l'effroi fut total. Comment ces hommes en infériorité numérique pouvaient-ils encore trouver le courage et la force de soumettre une opposition à cette attaque ? Les Anglais, pourtant sûrs d'eux, mais étourdis par l'assaut de la dernière chance de Louis d'Estouteville et de ses chevaliers, se retrouvèrent encerclés dans l'enceinte de la tour Béatrix, et ironie du sort, pris au piège. Le combat fut bref, mais d'une violence extrême. Les Anglais furent repoussés, que dis-je, culbutés hors des murs du Mont-Saint-Michel par la même brèche. Loin de se contenter de repousser une énième attaque, Louis d'Estouteville, transcendé par les combats, voulut en découdre définitivement et poursuivit, harcela les fuyards sur la grève du Mont-Céleste. La panique gagna les armées de Thomas Cals, qui, voyant avec stupeur les hommes revenir à lui ensanglantés, apeuré et résigné, se décida lui-même à combattre. Mais la confusion fut telle qu'il fut renversé et laissé pour mort dans les combats, une fuite en avant désordonnée, ayant conduit les Anglais à abandonner les bombardes, les canons, les armes et le matériel sur place, sur les plages du Mont-Saint-Michel. Les survivants s'enfuirent jusqu'à Genêt pour certains, Pontorson pour d'autres, et même jusqu'à Fougères pour une certaine partie d'entre eux. Oh, que le spectacle dut être terrible. Et du côté des Français, alors... Et du côté des Français, pas un seul chevalier ne fut tué dans cet assaut. La légende raconte encore, c'est ce que nous pouvons retrouver dans les chroniques et dans les textes, contes et légendes, qu'un cavalier vêtu de blanc a été aperçu sur les remparts, combattant aux côtés de Louis d'Estouteville. Certains furent même persuadés qu'il s'agissait de l'archange Saint-Michel lui-même. Louis d'Estouteville n'infirmera jamais l'histoire. De même pour les moines. Et peut-être avait-il raison. Certains symboles sont plus forts quand ils demeurent en suspens. Cette victoire, qui paraissait impossible, fut rapidement parlée d'elle dans tout le royaume. Elle contribua dès lors au regain d'espérance des troupes françaises partout sur le territoire et fut surnommée comme le deuxième miracle de la guerre de 100 ans, après celui, bien entendu, d'Orléans, mené par Sainte Jeanne d'Arc. Pour beaucoup, il s'agissait d'un signe du ciel, un châtiment envoyé aux Anglais qui avaient brûlé la Pucelle 3 ans plus tôt, en 1431. Après cette humiliante défaite du 17 juin 1434, les Anglais comprirent qu'ils ne prendraient jamais le mont. Peu à peu, ils abandonnèrent les positions avancées autour du rocher. Dans le royaume, l'équilibre des forces s'inversa progressivement. Charles VII s'est renforcé, a réorganisé son armée et remporté des victoires décisives, dont en Normandie, grâce à Louis d'Estouteville, qui libéra, entre autres, Avranches, Tomblaine, Granville ou encore Saint-James. En 1450, la bataille de Formigny sonna le glas, la fin de l'occupation anglaise en Normandie,
qui retrouva enfin sa liberté, sa souveraineté avec le royaume de France. Enfin, en 1460, notre bon capitaine du Mont-Saint-Michel, Louis d'Estouteville, fut nommé sénéchal de Normandie, l'un des postes les plus prestigieux et des plus importants de l'administration du duché, mais aussi du royaume de France. Il y sera jusqu'à sa mort en 1464. Aujourd'hui, lorsqu'on arpente les remparts du Mont-Saint-Michel, il suffit de lever les yeux vers la tour Liberté pour comprendre ce qui s'est joué là, dans cette enceinte, sur la grève. Les pierres portent encore les traces du siège, comme une cicatrice ancienne. Et si l'on écoute le vent, on peut presque imaginer les voix des soldats français repoussant l'assaut. Les bombardes trônent d'ailleurs toujours fièrement dans l'entrée du Mont Céleste. Si vous empruntez l'entrée principale du Mont Saint-Michel, vous serez surpris de voir, lorsqu'elles ne sont pas en travaux d'entretien, les bombardes, les 2 bombardes avec les canons, et si elles ne sont pas là, cette plaque qui rappelle ô combien ces 2 bombardes ont été capturées lors de la fuite en avant des troupes de Thomas Kals. Louis d'Estouteville n'est pas en somme le plus célèbre des héros de la guerre de 100 ans. Il n'a pas inspiré de grandes fresques, ni de chansons populaires. Il n'y a d'ailleurs aucun portrait de lui, si ce n'est seulement que ses armoiries. Mais son action a été décisive. Il incarne une forme de courage discret, solide, continu, de chevalier et d'un digne descendant de la famille d'Estouteville. Pas le feu d'un éclat unique, mais la force d'un roc, à l'image du Mont Saint-Michel, dont l'histoire lui est intimement liée.